Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur C'est Bleu. Alors aujourd'hui, un podcast exceptionnel dans l'un des plus beaux instituts français qui est posé anonymement sur un quai de l'Estac à quelques encablures du tout aussi caché sous-marin Saga. Alors si vous aimez la mer, les bibliothèques, les musées et en plus si vous avez l'âme d'Indiana Jones, de Tintin et du commandant Cousteau, je pense que ce podcast va vous plaire. Vous avez compris, je vous propose de suivre mes invités, Nathalie Huet et Christian Perron, du Drasme, dans les profondeurs de toutes les mers et les océans de la planète, à la recherche de trésors engloutis. Nathalie Huet, Christian Perron, bonjour. 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 Bienvenue sur C'est Bleu, merci de nous recevoir, merci d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu. Mais avant de commencer ce podcast, le Drasme, qu'est-ce que Le DRASP, c'est le département des recherches d'archéologie subaquatique et sous-marine. D'accord. Donc, qui est basé à l'Estac et qui a en charge de valoriser tout ce qui est bien culturel maritime, donc tout ce qui peut être trouvé sur la mer et dans le domaine public maritime. Et vous dépendez du ministère de la Culture. On dépend du ministère de la Culture, on est un service à compétence nationale. Alors, je le disais, c'est un des plus beaux instituts français ou du monde, hein, on peut dire ça comme ça. Tout à fait, puisque c'est le premier service d'archéologie sous-marine qui a été créé au monde en 1966 et qui continue à être un des plus gros services avec 37 personnes et qui rayonne sur l'ensemble des mers, puisqu'on va à la recherche de toutes les épaves françaises et on va même aider des États étrangers, notamment en Asie, sur la mise en place d'archéologie sous-marine dans ces pays. Alors avant de continuer, on va vous présenter, enfin vous allez vous présenter. Honneur aux dames, Nathalie. Vous êtes en charge de quoi ici au Drasme ? Alors moi je suis en charge de la gestion des collections et de la conservation préventive, puisque dès qu'un objet est découvert, et même avant sa découverte, il est nécessaire de prendre en charge sa survie et donc d'assurer les bons gestes pour que cet objet soit étudié et puis valorisé, aller jusqu'à sa valorisation dans les musées. D'accord. Donc des fois ça peut être des petits objets, tout petits, du quotidien, et des fois ça peut être des très gros objets, jusqu'à des chars, des avions, etc. Ah oui. Christian Perron, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, donc Christian, je suis donc le coordonnateur des activités en mer, donc je gère un petit peu tout ce qui est les moyens et puis qu'il faut mettre en face des archéologues par rapport à leur mission. Et donc également je suis responsable d'armement par rapport aux navires Alfred Merlin et André Malraux qui maintenant sont gérés par l'armement Bourbon en fait qui gère les équipages à bord. Et donc je fais la liaison entre le ministère de la Culture et l'armement Bourbon. Super, alors le décor est planté ici à l'Estac. Alors on est dans un endroit qui est anonyme, hein. C'est vraiment un honneur de nous recevoir ici parce que c'est un lieu qui est fermé au public d'habitude. Et en réalité, ce n'est pas un lieu fermé puisque vous êtes ouvert sur tous les océans du monde. Il y a combien de kilomètres carrés, de millions de kilomètres carrés sur lesquels vous intervenez ? Donc actuellement, nous avons un navire en Atlantique, donc c'est l'André Malraux. D'accord. Et donc l'Alfred Merlin qui termine sa campagne d'essai opérationnelle, on va dire, en Méditerranée actuellement. Et avec ces deux navires, vous êtes sur
11 millions de kilomètres carrés, c'est ça? Autrement, on a quelques petits navires qui peuvent être déployés au TAF, par exemple. Il y a eu une mission il y a quelques années, et puis Saint-Pierre-et-Miquelon également. Les TAF, c'est les territoires Austral, donc française. Ouais. Voilà, donc ça aussi c'est important, parce qu'il y a aussi de l'archéologie sous-marine. Tout à là-bas. fait. Et puisque la Méditerranée regorge d'épaves à toutes les profondeurs, vous en avez encore pour des milliers d'années à tout inventorier, à tout découvrir. Tout à fait, pour tout inventorier, on en a pour des milliers d'années. Actuellement, pour vous dire, moi je suis arrivé il y a 11 ans au DRASP, on était à environ 3100 sites qui étaient inventoriés dans nos bases de données. Et aujourd'hui, ce matin même, on est à 7131 sites inventoriés dans les bases de données. Oula. Et on estime que c'est bien plus que ça, puisque probablement, simplement au large des côtes françaises, il y a probablement 100 000 épaves. Donc quand je parle côte française, c'est métropole, mais aussi tout ce qui est les outre-mer. Donc voilà, tous les jours, cette cartographie s'enrichit. Et donc voilà, simplement puisqu'on est en Méditerranée, on a 2360 sites. Et sur simplement Martigues, puisque SNSM... On va parler après plus en détail la Côte Bleue, allez-y, voilà. Faites-nous rêver. Donc sur Martigues, simplement, il y a 114 sites qui sont répertoriés actuellement dans nos bases de données. C'est énorme. Donc c'est assez énorme, rien que pour Martigues. Et on s'aperçoit que la Côte Bleue était un peu le carrefour, hein, le rond-point pour l'histoire, pour les Romains qui empruntaient le Rhône et qui remontaient jusqu'à Lyon et plus loin, et pour les Grecs qui passaient devant un peu avant et qui allaient sur Agde ou sur l'Espagne. Voilà, on est vraiment un carrefour archéologique des plus importants. Et puis on est aussi, il faut parler aussi des périodes contemporaines, puisque aussi. Ça a été une grande, toute la partie de la Côte Bleue, ça a été un grand centre militaire où on a eu peur du débarquement à cet endroit-là. Et il y a aussi beaucoup de vestiges à terre, militaires. Il n'y en a plus tellement dans les eaux, puisque dans les eaux, les bateaux métalliques ont été soit drossés à la côte, soit complètement endommagés ou ferraillés. Donc on n'a pratiquement plus de vestiges qui ressortent dans la zone de carreau. Sauf si de temps en temps il y a une munition un peu grosse qui... C'est ça, par exemple, ce qui a été le cas il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, exactement. Tout à fait. Et nous, à la SNSM, on était là un peu pour surveiller aussi avec les collègues de la marine, gendarmerie, etc. Voilà. Alors, vous le voyez, le drasme, c'est quelque chose qui est un témoin, qui passe l'histoire de l'oubli du fond de l'océan vers le musée, vers le grand public, c'est ça? Tout à fait. On est une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne continue qui doit être mise en place. Donc on doit intervenir, les archéologues de la maison interviennent et les administratifs, puisqu'il y a aussi des administratifs dans le personnel, interviennent avant même une opération archéologique pour pouvoir... Alors on travaille beaucoup avec des professionnels et des bénévoles, puisqu'on a beaucoup d'associations bénévoles qui sont aussi avec nous. C'est environ entre 100 et 150 opérations par an qui sont menées. Donc c'est pas forcément que des fouilles, c'est aussi de la prospection, etc. Et on va, avant même que l'opération soit demandée auprès du DRASP, on va commencer à construire cette opération avec les bénévoles pour pouvoir savoir ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire, est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire, est-ce que ça a un intérêt scientifique de le faire, est-ce que c'est en danger ou pas, est-ce que le site est en danger ou pas. Et puis après, on va suivre cette opération, on va donner des autorisations, puisqu'il y a une législation très spécifique sur laquelle on reviendra. On va donner ces autorisations pour faire l'opération archéologique. On va suivre ce qui va se passer pendant l'opération archéologique. Et puis après, on demandera un compte-rendu de cette opération archéologique. Et s'il y a des objets qui ont été trouvés, il y aura une suite logique de conserver ces objets qui sont très fragiles et de pouvoir les amener jusqu'à leur étude ou leur valorisation dans un musée. On ne fait pas un trou n'importe où. Là, je parle de l'archéologie terrestre. On ne fait pas un trou n'importe où comme ça. C'est vraiment très encadré, très, très spécifique. Il faut faire des études, on va en discuter tout ça. Mais en mer, comment ça se passe? Je me retourne vers Christian. On prend son petit masque, son petit palme, et parce qu'il faut un bateau, il faut du matériel. Comment vous travaillez? Non, donc en général, on a une position en fait, qui est donnée par soit un plongeur qui a vu quelque chose intéressant sur le fond. Et donc dans ce cas on déploie un petit peu de moyens, donc beaucoup de détection effectivement avec le navire, c'est-à-dire que donc les navires sont tous équipés d'un sondeur multifaisceau, donc le sondeur il est
collés sous la coque. D'accord. Et également, on va traîner derrière le navire des sonars, donc pareil, donc du coup, on aura les 2 images. On fait ni plus ni moins que l'échographie du fond, on va dire. En 3D, ça sort maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, ça sort après traitement, ça sort en 3D. Et également, on met un petit magnétomètre en plus à tracter derrière, parce que peut-être il y a un petit morceau qui dépasse au-dessus du sable, mais au fond, peut-être sous le sable, il y a beaucoup de choses. Donc le magnétomètre nous permet effectivement de dire, là, il y a une zone effectivement qui, avec le sondeur et le sonar, on a quelque chose, et en plus, le magnétomètre, il a bien travaillé, donc du coup, il y a quelque chose. Et donc, pour ça, vous utilisez des petits semi-rigides, des gros bateaux un peu plus gros, puis encore des plus gros. Comment ça... Non, donc du coup, l'André Malraux et puis la Fred Merlin sont équipés de sondeurs multi-faisceaux. D'accord. Et après, donc, les sonars qui sont tractés peuvent être tractés soit par des semi-rigides, on a le Kerguelen qui peut être déployé un petit peu partout, et autrement le Triton également, donc ou même un semi-rigide également, qui peuvent servir de vecteur en fait. Alors, ça y est, vous avez repéré le site. Comment ça se passe ensuite? Vous jetez à l'eau? Oui, tout à fait. Donc après, soit quand on est la profondeur le permet, donc c'est les humains qui interviennent. Ou autrement, on a les robots, éventuellement les ROV qui peuvent aller descendre un peu plus profond que l'humain. Mais autrement, donc, ce qui se passe, les plongeurs vont investiguer le sol, en fait, c'est-à-dire que donc, et même creuser, c'est-à-dire que donc on va descendre sur le fond un aspirateur à sédiments, en fait. Une suceuse. Une suceuse à eau, effectivement, le terme. Et donc là, on va donc mettre de l'eau qui arrive de la surface par une pompe pompier, là, justement, par un tuyau de pompier, là. Et donc ça passe dans un tube, on crée une ouverture à 45 degrés, donc on crée l'effet Venturi, donc rappelez-vous vos cours de physique, donc ça fait une dépression, et donc cette dépression fait un aspirateur. Ouais. Et donc on va déblayer en fait le site, le sable va être déplacé. Petit à petit, avec la main, devant la suceuse. Voilà, devant la suceuse, tout à fait. Pour les gens qui ont déjà vu des reportages, avec la main, il faut lever délicatement les alluvions, la suceuse aspire, et puis quand on trouve une pièce, petite, grosse, comment ça se passe? On la met de côté, on prend photo. Dans un petit sac, parce que donc il faut remonter après cet objet, il ne faut pas le perdre. On est au fond de l'eau là, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à terre, on est au fond de l'eau. Voilà, il y a du courant, la visibilité quelquefois n'est pas très nette. Donc du coup, effectivement, dès que l'objet est récupéré, on le met dans un petit sac en plastique, on le garde affectueusement, on va dire, dans sa poche de brassière, on continue à travailler, puis donc après, une fois que l'autre équipe va descendre, donc la première équipe est sur le pont, et puis hop, avec les équipes de Nathalie et les archéologues, on regarde ce que c'est, et puis hop, il y a la préservation de l'objet. Alors voilà, vous avez découvert le site, vous avez levé les vous avez retiré les outils, enfin les éléments archéologiques. Ah oui. Donc là, vous avez une vision d'ensemble du site. Ouais. Ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé, si c'est une épave qui a coulé, si... comment ça se passe? Vous imaginez la vie de ces... alors on parlait tout à l'heure des épaves plus modernes pour le débarquement, mais comment vous imaginez la scène? Vous essayez de faire une mise en scène dans votre tête, et après pour la rendre dans un musée, comment ça se passe? Oui, alors suivant les périodes, les thématiques sont toujours un peu... Les façons de faire sont toujours un peu les mêmes, ce qui va nous intéresser avant tout, ça va être... éventuellement la technicité qui est mise en œuvre sur certains objets, mais c'est aussi la vie des marins, bien sûr. Et puis surtout, on va parler des épaves antiques. D'où venait-elle? Où allait-elle? Quel est le commerce qu'elles alimentaient? Sur les épaves antiques, on a souvent des épaves avec des amphores, donc qui peuvent transporter différentes denrées, du vin, de la sauce de poisson. Mmh. On a aussi des épaves qui transportent des lingots de fer, par exemple, au Sainte-Marie. On a des épaves qui transportent des lingots de verre, donc qui viennent alimenter les artisans. Et tout ça, on va essayer de comprendre ce qu'ils transportaient, mais aussi la vie des marins à bord. Donc, des choses qui sont très importantes, c'est de repérer où sont la cuisine, ou est-ce qu'il y a des éléments qui appartiennent vraiment aux marins, et est-ce qu'il y a de l'outillage à bord pour faire de la charpenterie, pour faire des réparations, etc. Donc, on va faire une cartographie. Quand on fait des fouilles, on va faire une cartographie du navire pour en connaître exactement la répartition. C'est passionnant parce que vous faites revivre un drame, puisque un bateau qui coule au fond de l'eau, c'est un drame humain. Nous, on est bien placé à la SNSM pour le savoir. Et donc, vous faites revivre, par l'intermédiaire de tous les matières archéologiques que vous remontez, vous faites revivre un peu ces gens, ces bateaux. Oui, c'est exactement ça qui est mouvant. C'est exactement ça, effectivement. Hier, on parlait du Liban, donc il y a un bateau qui a coulé au large de Marseille
en 1903. Et j'ai été interviewée aussi, et la personne m'a demandé, mais du coup, en préservant cette épave, vous devez faire plaisir au capitaine, puisque le Liban a coulé dans des conditions dramatiques à cause d'une erreur de navigation, avec beaucoup de morts à bord. Et donc il dit, le capitaine doit être heureux de là où il est, de voir que ce bateau va être préservé encore plus longtemps sous les flots, même s'il y a eu cette histoire dramatique derrière. Oula, ça rappelle des mauvais souvenirs pour nous à la SNSM. Bon, on va changer de sujet. Donc là, vous avez sorti tout le matériel, et puis ensuite, il faut arriver en laboratoire. C'est ça, vous, Nathalie, vous êtes en charge de la conservation. Alors, comment ça se passe, hein? Un morceau d'amphore. Allez, on va prendre un cas concret. Alors, tous les objets qui sont sous l'eau, l'avantage qu'on a en archéologie sous-marine par rapport à l'archéologie terrestre, c'est que tous les matériaux se conservent sous l'eau. C'est déjà bien. Donc voilà, on peut, par exemple, le bois, les matériaux organiques, le cuir, etc., qui ne se conservent pas en archéologie terrestre, se conservent en archéologie sous-marine, et ça nous permet d'avoir des témoignages que l'on n'a pas en archéologie terrestre, et notamment de pouvoir préserver bien sûr toute l'architecture du bateau, la coque, les poulies, etc., pour des bateaux plutôt modernes. Mais ça nous permet aussi de trouver pour des périodes plus anciennes des bols, des assiettes, des cuillères, etc., des petits objets en bois qu'on ne trouve pas d'habitude en terrestre. Malheureusement, tous ces objets, quels qu'ils soient, même les amphores, elles vont être dégradées par le sel de la mer. Et là, il va falloir vraiment prendre des précautions dès la sortie de l'objet pour pouvoir le préserver sur le long terme. Par exemple, la céramique, il va falloir la dessaler. Oui. Il va falloir enlever le sel. Le métal, les gens comprennent bien, il se fait corroder sous l'eau, il va falloir... il va rouiller. Voilà, il va falloir éviter que la corrosion ne reprenne de façon accélérée. Et puis pour le bois, ça va vraiment être, toutes les matières organiques, ça va vraiment être important de les conserver sans les sécher, de les mettre en eau, qui restent en milieu humide, dans le même milieu, alors on peut mettre en eau de ville, mais qui restent dans le même milieu pour ne pas sécher, sinon ils vont s'effondrer et qu'on va perdre complètement la structure de l'objet. Et si on ne prend pas les bonnes précautions dès la sortie des objets, on peut perdre des objets dans les heures qui suivent, dans les semaines ou même dans les années qui suivent. Et qui ont une valeur archéologique très importante. Qui ont une valeur d'étude, une valeur archéologique pour comprendre. Là, on travaille beaucoup avec des étudiants qui recherchent du matériel qui a été sorti il y a 50 ans. Et malheureusement, ces objets n'ayant pas fait l'objet de soins à cette époque, les objets ont disparu. Notamment des objets en fer qui se sont complètement corrodés et qu'actuellement, on n'a plus dans nos collections. D'accord. Et une fois que la matière qui compose l'objet archéologique est stabilisée, vous allez pouvoir le mettre en scène dans un... Tout à fait. D'accord. Alors, les gens imaginent qu'on sort des milliers d'objets. Au contraire, on limite énormément la sortie des objets. Oui. Donc, ils sont mieux au fond, c'est ça? Ils sont mieux au fond, la plupart du temps. Quand vous avez des gros objets type des canons, ils sont beaucoup mieux au fond que de les sortir et d'attendre qu'il y ait un financement, puisque c'est relativement cher. Il faut que les musées acceptent de pouvoir prendre en charge la restauration. Et donc, on ne peut pas sortir tous les objets qui sont sous l'eau. Donc, on en laisse beaucoup au fond. On limite énormément les objets qui peuvent être sortis. Et actuellement, on sort plutôt des objets qui vont nous permettre de dater les épaves plutôt que de sortir, alors qu'on sait que les musées ne sont plus en capacité d'accepter non plus les moyens. La place, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, ce travail, vous le commencez directement sur le bateau, dès que vous êtes sorti de l'eau. Alors, Christian, vous avez un nouveau joujou, l'Alfred Merlin. Alfred Merlin, c'était qui, au fait ? Alfred Merlin, en fait, c'était un archéologue terrestre, en fait, qui s'occupait des antiquités en Tunisie, et donc c'est le premier, en fait, archéologue à avoir employé des scaphandriers grecs à l'époque qui cherchaient les éponges. Voilà. Ouais, et donc, du coup, ils sont remontés en disant voilà, il y a des colonnes en marbre dans cet endroit-là, et donc un des pionniers Merlin, de l'archéologie sous-marine, et donc. Le bateau, là, le nouveau bateau qui finit les tests actuellement en rade de Marseille, porte son nom. Et donc, ce bateau, dites-nous un peu qu'est-ce qu'il a de nouveau, qu'est-ce que c'est ce nouveau bateau de support archéologique? Donc, il est un petit peu. Donc, l'André Malraux faisait 36 mètres pour 9 mètres de large. Là, on est à 44 mètres pour 12 mètres de large. Donc, c'est une capacité supérieure. Le but de ce navire étant de traverser l'Atlantique, donc il fallait qu'il ait des capacités en gasoil, effectivement, pour pouvoir aller voir les Antilles et puis remonter peut-être vers Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, il a dû faire la Guyane également. Enfin, il y a tout un programme qui est dans les papiers pour l'instant. Là.
Et donc, effectivement, il fallait des capacités en cuve à gasoil, effectivement. Donc, du coup, plus grand le bateau. Également, une plateforme arrière, en fait, où on peut entreposer, du coup, du matériel plus lourd. Donc, par exemple, et là, le treuil qui permettrait au robot de descendre jusqu'à 2500 mètres. Donc, c'est un treuil qui fait quasiment 8 tonnes. Hein. Donc, sur l'André Malraux, on reste en deçà quand même. Là, on est avec le robot qui ira jusqu'à 500 mètres. Et du coup, c'est pas du tout le même poids. Et après, c'est des capacités, effectivement, de ce navire qui sont un peu plus hautes que celles du André Malraux. Il y a combien d'hommes et de femmes d'équipage ? Donc là, ils sont 8 H24, c'est-à-dire donc, quand le bateau tourne H24. Ouais. Autrement, c'est 6. Et autrement, la capacité, en tout, il y en a 28 bannettes à bord. Hein. D'accord, donc... Bannettes, pardon. Oui, alors c'est un lit. pour les gens qui ne savent pas, c'est un petit couchage très, très exigu que vous partagez. Vous avez une chambre à 4, généralement, c'est superposé, c'est petit. C'est fait pour l'opérationnel. Hein, vous n'êtes pas... C'est deux maximum. Voilà, c'est du Airbnb. Et donc, vous embarquez les scientifiques pour les missions. Et vous dites, vous êtes 28, c'est ça ? Oui, tout à fait, 28 maximum. Enfin, après, si les personnes doivent dormir à bord, mais effectivement, autrement, on peut monter en effectif à la journée. En fait, c'est qu'on débarque les personnes le soir. Hein. Plus tout le matériel qu'il faut. Oui, tout à fait. Alors, les bouteilles de plongée, et puis le matériel qui va permettre de conserver. Oui, donc sur chaque bateau, il y a un petit laboratoire en fait, qui permet de faire les gestes d'urgence. On va dire dès que c'est sorti de l'eau, en fait, tout de suite, on commence la préservation. Donc du coup, les inventorier, faire des listes, etc. Oui, les photos, les nettoyer un petit peu, et puis hop, la photo, numéro, et puis hop, effectivement, on les continue de les faire tremper, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous poser une question pour les jeunes qui vous écoutent. Comment vous êtes arrivé là moi, j'ai eu la chance, on va dire, parce qu'effectivement, j'étais plongeur des mineurs avant dans la Marine nationale, et donc on a été appelé pour intervenir à Vanikoro, en fait, avec le Drasme à l'époque, là, sur l'épave de la Pérouse qui avait disparu entre Nouméa et l'Australie. Et donc, j'ai fait partie des 3 plongeurs des mineurs qui ont participé à cette expédition, et puis ça a été un super opportunité, parce qu'on m'a rappelé plus tard pour dire tiens, c'était en 2005, et donc j'ai intégré le Drasme en 2009 comme chef d'opération hyperbare, donc chef plongeur au départ. Après, donc l'Alfred Merlin a été baptisé en 2012. J'étais second. Le Malraux, voilà. Pardon, lapsus. L'André Malraux a été baptisé en 2012, donc j'étais second capitaine, et ensuite j'ai pris commandant du l'André Malraux en 2018, et maintenant, je suis responsable de l'armement avec l'Alfred Merlin et l'André Malraux depuis le mois de juin, là, parce que le Brouan a pris les effectifs à bord. Hein. Belle carrière, bravo. Et vous, Nathalie, quel est votre cursus pour arriver comme conservatrice, pardon ? C'est votre titre exact. Hein ? Tout à fait. On a tous au sein du Drasme des parcours assez atypiques, on va dire, puisque jusqu'à présent, il n'existait pas de formation en archéologie sous-marine. Il en existe une maintenant qui s'appelle Montmarc à Aix, mais il n'y en avait pas précédemment. Et moi, je veux depuis toute petite devenir archéologue, même si mes parents ont fait tout pour que je ne devienne pas archéologue. Donc j'ai plutôt suivi un parcours de physique-chimie. D'accord. En me spécialisant dans la céramique industrielle. Et puis j'avais toujours cette idée de vouloir devenir archéologue. J'ai fait beaucoup de chantiers de fouilles. J'ai commencé les chantiers de fouilles en terrestre à partir de 12 ans. Ah oui, commencé tôt. Et donc j'ai un peu vadrouillé partout sur ces chantiers de fouilles. J'ai ensuite continué pendant mes études à essayer de trouver des sujets de stage correspondant à de l'archéologie. Et j'ai eu l'opportunité à Dijon de pouvoir, en même temps que je travaillais, de pouvoir suivre un cursus, un DESS en archéosciences, ça s'appelait. Donc c'est plutôt les sciences appliquées à l'archéologie. Et pareil, après j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un laboratoire de restauration qui s'appelle Arc-Antique à Nantes, d'en devenir la directrice. Et comme le laboratoire est très spécialisé en archéologie sous-marine, il y a 11 ans, Michel Lourd m'a recruté au sein du Drasme pour pouvoir mettre en place cette cellule dont je vous ai parlé tout à l'heure, de conservation préventive, qui n'existait pas au Drasme, mais on est donc maintenant 4 à travailler dans cette cellule. Vous aimez la mer, évidemment. J'ai fait beaucoup de voiliers, on va dire, quand j'étais petite, donc, etc. Vous comprenez que le Drasme et la mer, c'est essentiel. Hein. Et maintenant, j'habite vraiment vous habitez au bord de l'eau. Au bord de l'eau, donc je crois que je pourrais plus m'en passer. Voilà. Alors, on va parler maintenant des meilleures missions passées et du futur. On a commencé un peu à déflorer l'histoire, mais les meilleures missions, ça a été quoi ? Vanikoro, vous disiez, Christian. Je dirais, adieu Vanikoro. Hein.
Il y a le naufrage de la Lune aussi. Je vais vous donner des petits titres comme ça. Main basse à Lava, César boit le Rhône, Stintex ne répond plus, 20 000 ans sous la mer, projet SOS, épave métallique, ça c'est l'actualité. Overlord en catalogue et Océan K. Le beau robot, c'est ça, c'est un peu, on a vite fait un inventaire à l'après-vert, mais on est passé d'émissions il y a quelques années qui ont évolué aux émissions modernes qu'on parliez sur le Liban, c'est ça? Donc moi, si je peux évoquer mon meilleur souvenir, alors moi je suis pas une plongeuse, donc même si je suis tout ce qui se passe avec le robot et vous en avez parlé tout à l'heure, je suis souvent sur le bateau pour assurer la conservation préventive. Mon plus beau souvenir, il n'est pas dans ceux-là, même si j'ai participé à beaucoup d'entre elles. C'est en Chine, une épave qui a été remontée il y a quelques années maintenant, qui est une jonque, et qui a été remontée dans son intégralité, donc qui s'appelle l'épave de Nanaï, la jonque de Nanaï. Et ils ont remonté tout, ils ont construit une piscine autour de cette épave, ils ont construit un musée autour de cette épave, et ensuite ils ont construit une ville autour de ce musée. Ah oui, à la chinoise, quoi. Voilà, à la chinoise. Donc la confrontation de la façon de voir est hyper intéressante. Ouais. Et puis surtout, on était déjà allé les voir il y a quelques années. Et là, ils nous ont rappelé pour qu'on puisse venir voir. Et on a pu marcher sur l'épave. Il faut imaginer, ils ont descendu le niveau de la piscine. Et donc, l'épave était à fleur d'eau. Et on a pu être sur cette épave où il y a des milliers de céramiques chinoises. On a pu marcher autour de l'épave et c'était juste absolument impressionnant. Incroyable. Je crois que c'est le plus beau. C'est la fois où ça m'a vraiment impressionné. Et c'est où ce petit coin en Chine? Alors c'est un peu perdu. On va pas dire que c'est perdu, puisque maintenant c'est une métropole. Enfin c'est une île. C'est une petite ville d'un million d'habitants. C'est une petite île de d'un million ou quelques d'habitants, mais c'est au sud de la Chine, c'est à côté de Canton. Henan, non? Pardon? Henan. Oui, il n'y a pas de... Voilà. C'est Henan, voilà. J'ai trouvé. Et vous, Christian, dans toutes ces missions... Alors, Vanikoro, pour les gens qui ne le savent pas, c'est la Pérouse qui se perd dans les îles Salomon, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu vers là. Le naufrage de la Lune, c'est un bateau construit sous Louis XIII et qui faisait la fierté de Louis XIV ensuite et qui a coulé devant Toulon. Il s'est complètement disloqué. Main basse à Lava, alors là on est un peu dans le milieu corse avec des pièces d'or, de l'or, et puis c'est encore l'actualité ces quelques jours. Avec une remise de pièces. Les Américains ont remis une pièce. C'est un trésor archéologique fantastique, romain. César boit le Rhône, tout le monde le sait. Et maintenant, il y a un musée à Arles, c'est le fameux buste de César. On pense que c'est César. Saint-Ex ne répond plus, évidemment, tout le monde le sait. L'auteur du Petit Prince, Saint-Exupéry, a disparu devant les calanques de Marseille, et le DRASM est intervenu pour affirmer que c'était bien Saint-Exupéry avec son Lightning P38. Et maintenant on arrive sur les nouveaux projets. On passe évidemment la grotte Cosquer qui est en train de se refabriquer dans la Villa Méditerranée ici à Marseille. Donc c'est 20 000 ans sous la mer, le DRASM est aussi intervenu. Donc ça va de l'archéologie très très vieille, 20 000 ans sous la mer, à de nos jours les projets. Alors le projet Overlord, les plages du débarquement. Christian, c'est quoi exactement? Donc l'inventaire complet en fait a été fait il y a maintenant 2 ans, là, donc de toutes les épaves présentes devant les plages du débarquement en fait. Ça n'avait jamais été fait, donc du coup il y a eu maintenant on a le catalogue exhaustif. Il y a un sacré boulot là. De tout, tout donc à là fait. on recoupe les infos avec les historiens spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc du coup c'était effectivement de savoir déjà maintenant c'est beaucoup des carcasses, on va dire, savoir où est l'avant de l'arrière. Déjà, donc on a eu tout un travail avec la détection aussi avec les navires qui passaient au-dessus, l'André Malraux, pour la détection, pour savoir quelle était l'épave, dans quel sens elle était, enfin vraiment un gros boulot là, qui a été fait. Ensuite, le projet SOS, c'est donc, il faut stabiliser les épaves métalliques. Elles sont en train de se faire manger par la rouille, c'est ça? Voilà, donc les épaves métalliques auxquelles on ne s'est pas beaucoup intéressé jusqu'à présent, toutes ces épaves contemporaines, et notamment toutes les épaves de la Première et Seconde Guerre mondiale qui sont quand même très importantes au large de nos côtes. C'est quand même des spots de plongée qui sont très courus. On connaît tous les ouvrages qui ont pu paraître, les plus belles épaves en Méditerranée, en Atlantique. Beaucoup de clubs de plongée s'intéressent à ces épaves.
et elle se dégrade, on le sait bien. Même le Chawen, qui ne date que des années 70, a eu un grave affaissement il y a une ou deux années, là, à cause de la corrosion métallique. D'accord. Et donc on tente, à partir de techniques qu'on connaît bien sur de la protection d'infrastructures portuaires, d'éoliennes, etc., de pouvoir les protéger avec des anodes sacrificielles, mais en essayant de comprendre aussi l'influence que ça va avoir sur la biodiversité, sur l'environnement, et combien de temps on va pouvoir protéger ce type Et oui, pour les générations futures. Voilà, donc on essaie d'impliquer les plongeurs locaux oui. aussi dans ces réflexions. Et le futur, ça passe aussi par la robotique à très grande profondeur, puisque l'archéologie sous-marine, on s'arrête souvent à 100 mètres de profondeur, là où les scaphandriers humains arrêtent de plonger, mais il y a aussi des milliers d'épaves plus profonds que 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, et là vous avez des robots, c'est ça Oui, robots. tout à fait. Ouais. Donc là, on a fini une campagne avec Oceanka, justement, qui est un humanoïde en fait, là, qui a des mains qui permettent, des mains haptiques en fait, qui permettent de savoir, de ressentir ce que le robot tient dans sa main en fait. Voilà. Donc l'opérateur en surface, c'est comme la chirurgie à distance en fait. D'accord. Et du coup, c'est vraiment impressionnant. Là, donc là, il est descendu jusqu'à 850 mètres. Hein. Et effectivement, parce que donc c'est des sites préservés, malgré quand même un petit peu le chalutage profond on a vu également en Corse, qui fait un petit peu de dégâts, mais on a encore des sites complètement vierges. Et puis effectivement, c'est impressionnant par les yeux de la caméra, on va dire, de voir ces sites, c'est magnifique. Hein. Et donc maintenant, on arrive un peu sur ce qu'il ne faut pas faire quand on est plongeur, ce qu'il ne faut pas faire quand on est pêcheur, c'est de piller un site archéologique. Alors ça va être deux grandes thématiques qui ont été évoquées dans deux expositions là, à partir d'octobre prochain. Une exposition à Arles qui va parler de tous les dangers qu'on peut rencontrer, que peut rencontrer le patrimoine immergé. Mmh. Donc que ce soit l'érosion à cause du changement de climat, que ce soit effectivement les chaluts, que ce soit les plongeurs, etc. Et il va y avoir aussi une grosse exposition à Marseille, au musée d'histoire de Marseille, sur le pillage à proprement parler. Vous avez parlé de lava tout à l'heure. Ils sont présentés dans ces deux expositions. D'accord. Sur la problématique. Alors, il faut revenir sur la législation. On n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent. Mais la législation est importante puisque, contrairement à l'archéologie terrestre, où il y a eu des modifications ces dernières années, le domaine public maritime, donc tout ce qui est trouvé sur les plages et sous la mer, appartient à l'État à partir du moment où on n'est pas capable de retrouver le légitime propriétaire. Donc ça veut dire qu'on ne se pose pas de questions. Si quelqu'un a trouvé un amphore, cet amphore appartient à l'État et c'est au DRASM de se charger de sa préservation. Il y a le cas on a parlé des épaves dont on est capable de retrouver la nationalité et qui appartiennent à d'autres États. Dans ce cas-là, on reconnaît le droit du pavillon puisqu'on a signé la convention de l'UNESCO et on fouille, on prend des protections en accord avec ces autres États. En revanche, pour le plongeur lambda, à partir du moment où il découvre quelque chose et que ça paraît être quelque chose de nouveau, que ce soit un objet ou un site, même les promeneurs sur ce qu'on appelle l'estran, donc sur la plage, ils sont censés le déclarer dans les 48 heures aux autorités maritimes. Et à partir de ce moment-là, nous on reçoit la déclaration. On est capable de regarder dans notre base de données si ces sites sont déjà connus ou pas connus. Et s'ils ne sont pas connus, on va aller faire les expertises. Donc toute personne qui a chez elle des objets qui viennent d'archéologie sous-marine n'est normalement pas tenue de les détenir puisque c'est propriété de l'État. D'accord. Donc ces derniers temps, on a eu beaucoup, je ne vous cache pas, dans les années 50, 60, quand la plongée s'est démocratisée, il y a eu énormément de personnes qui ont ramassé, surtout dans les alentours de Marseille. Et dans ces 2 dernières années, on a dû gérer une quarantaine d'héritages d'enfants qui découvrent chez eux, chez leurs parents, des objets archéologiques et qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent les vendre ou s'ils peuvent les garder. Eh bien, nécessairement, ils ne peuvent pas les vendre puisque ça ne leur appartient pas. Et donc, on essaie de régler ça avec les familles pour pouvoir récupérer ça. Et quand c'est des objets intéressants, on vient d'en récupérer très récemment, on essaie de les mettre au plus vite dans des musées pour qu'ils puissent être présentés dans des musées. Alors, si vous avez envie de jouer un peu à l'archéologue,
sans passer la barrière de la loi. La Grèce a dernièrement lancé des programmes de plongée sous-marine sur des sites archéologiques qui sont bien référencés et vous êtes encadré par des guides. Si vous n'avez pas envie d'aller en Grèce, juste devant la Côte Bleue, à Niolon, Niolon a repositionné, c'est vous qui avez repositionné il y a quelques années, des amphores, des vrais, pas des répliques, et vous pouvez partir Palmasque Tuba, vous pouvez aller aussi à l'UCPA, et vous allez voir in situ des amphores au fond de l'eau, et qu'est-ce que ça fait de rencontrer des amphores. Mais vous continuez toujours, pour revenir sur la Côte Bleue, des fouilles archéologiques, puisqu'on vous a vu l'été dernier avec le Triton à Carreau, c'est ça ? Oui, au Laurent, exactement. Donc il y a une grosse campagne de fouilles au Laurent. Alors c'est des épaves qu'on connaît, il y a une quinzaine d'épaves au Laurent, puisqu'on sait que c'est une anse dans laquelle sont allés beaucoup de navires se protéger dans le cas de grosses mers. Et l'idée était de reprendre un certain nombre de sites déjà connus. Il y a des nouveaux sites qui ont été découverts, qui ont été expertisés aussi. Et puis on est on va y retourner cette année. On va assurer la préservation de ces épaves, puisque certaines avaient été protégées avec des sacs de sable. Malheureusement, avec les mouvements, le vent, les tempêtes, les sacs de sable ont bougé, et on est en train de réfléchir à cette préservation in situ, pour bien sûr que ça puisse bénéficier à d'autres recherches. Ça peut être des nouvelles technologies qui vont nous permettre de mieux dater, de mieux connaître les assemblages, etc. Et ça va être une campagne qui va démarrer en mai, et auquel on essaie d'associer donc c'est un chantier école, il y a des étudiants qui viennent sur cette formation, on essaie d'associer des bénévoles qui en ont les compétences, et puis aussi la population locale, qui est notre meilleur garant de sentinelle pour pouvoir éviter des pillages ou des remontées, des découvertes intempestives. Intempestives. Alors, on le voit, l'archéologie sous-marine, ce n'est pas une nature morte, c'est quelque chose qui évolue et qui va évoluer, bien entendu, avec les nouvelles technologies. Ça ouvre de nouvelles découvertes. Alors, si vous avez envie de travailler au DRASM, si vous avez envie de faire des études, je vais vous donner quelques petites pistes. Il y a, peut-être, vous avez une école à me conseiller, Nathalie ou Christian. Moi, j'avais repéré l'INRAP, évidemment, et l'école du Louvre. Oui, effectivement. Et puis, je citerai aussi la formation Montmarc, donc, qui a lieu à Aix. Ah bah oui, j'ai oublié, ils sont à côté. Donc, avec les masters, donc, où on forme à la fois des archéologues français et des archéologues étrangers, puisque c'est un mixte, c'est 8-10 étudiants qui sont mixés et à qui pour certains, on apprend l'archéologie ou on approfondit l'archéologie. Pour d'autres, ils ne sont pas forcément plongeurs de très haut niveau, donc ils complètent leur formation en plongeur. Et puis, ils participent à ces chantiers écoles sur différentes façades. La Corse, cette année, c'est le Laurent. Avant, c'était au golfe de Fos. Donc voilà, on a des métiers très différents, mais en tout cas, pour être archéologue plongeur, le Montmarc est une des formations qui peut être mise en avant. Qu'on conseille. Et puis après, il y a les formations classiques avec la possibilité de faire de la plongée, mais vous avez vu, on a d'autres métiers au sein du DRASM. Il y a des marins, il y a des administratifs, il y a des gens qui s'occupent de la communication, des archives, etc. Donc il y a possibilité de suivre plusieurs cursus. C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur comment des femmes et des hommes passionnés pratiquent leur métier et prennent soin de l'histoire avec un grand H. Christian, Nathalie, je vous remercie vraiment pour ces... On a dépassé le temps, on a trop parlé. Merci encore de nous avoir accueillis ici dans les locaux du DRASM. Si vous avez envie de rencontrer le DRASM, en réalité c'est dans toutes les vitrines des musées archéologiques. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Maritima TV et Radio Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons et vos achats sur la boutique de la SNSM, ou à venir nous rencontrer à Carreau sur le port tous les samedis matins. On est à côté du marché aux poissons. Il y a le site pour les dons, c'est station-carreau.snsm.org. Si vous nous avez suivi jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de votre retour, de vos impressions. Il y a un mail qui est à disposition, snsm.carreau@gmail.com. Écoutez, si vous avez aussi d'autres idées de sujets, on est preneur à la SNSM. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Nathalie, Christian, merci beaucoup. Merci. Merci. Bon vent et bonne mer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.